Allô? Allô? Tiens. Bon, ça m'a l'air bon. Mixage stéréo, ça doit être ok. Oui, c'est bien. Bienvenue sur videobourse.fr pour la reprise des émissions après une semaine de vacances là. Nous sommes le lundi 5 août, il est 18h02. On sera ensemble pendant 1 heure. Je vais vous demander si c'est ok au niveau du son et de l'image. Comme le but, vous pouvez participer via le chat écrit. Donc, si vous voulez participer à l'émission. Alors, ça c'était ok. Je vais rejoindre également le Mumble. Donc, ceux qui veulent nous rejoindre et participer à l'émission, ça peut se faire via le Mumble, le chat audio. Il vous suffit d'avoir un micro, c'est gratuit. Vous avez tout qui est expliqué en cliquant sur le lien Mumble au-dessus du cadre de diffusion de l'émission. C'est un chat audio. Et également, vous pouvez participer par écrit sur le chat bleu en dessous du cadre de diffusion de l'émission, qui vous permet, communiquer. Moi, je fais le point régulièrement, donc ça vous permet de poser des questions, de participer. Voilà. Salut Fabien, c'est dommage, ok, les vacances sont bien passées, des maths, très bien passées, ouais, j'étais à Madère. C'est une île dans l'Atlantique qui dépend du Portugal. C'est à 500 mètres des côtes marocaines. C'est une île volcanique. C'est pas mal, c'est intéressant et il y a de quoi s'amuser, donc c'est bien. J'espère aussi que vous passez des bonnes vacances, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas là. Moi je bosse dur en ce moment, mais ça se voit pas forcément sur le site, hein, mais je prépare la rentrée vraiment assidûment. En fait, il y a beaucoup de choses qu'il faut que je mette à jour sur le site à plusieurs sujets. C'est pas des choses intéressantes, donc en ce moment, c'est vrai que c'est assez chiant comme travail ce que je fais. C'est vraiment du travail de fond, et c'est pas du tout ce qui me passionne. C'est pas directement du trading, c'est plus de la gestion web. Mais bon, c'est utile pour bien préparer la rentrée. À la rentrée, par contre, ça va être assez énorme. Voilà. Donc, ok, on va commencer l'émission. Je ne vais pas toujours suivre les résultats en direct. Donc, actuellement, on a 10 391 € de balance et 10 327 € d'équité depuis l'ouverture du compte le 24 juin 2013. Les positions qui nous restent, c'est un achat sur le VIX qu'on avait pris le dernier jour là, avant que je parte, qui perd actuellement 102 €. Une position à la vente sur le dollar face à la livre turque qui perd 88 €. Et une position à la vente sur AUDCAD, qu'on voit ici à l'écran en graphique journalier, qui gagne 128 €. On a un swap négatif de 6,62 € sur le AUDCAD, mais on a un swap positif de 6,10 € sur le dollar face à la livre turque. Donc on va voir ce qu'il y a à faire, s'il y a des positions ouvertes ou pas. Je l'ai attendu la vidéo d'Enlil et je suis pas du tout déçu. Très bon travail que tu as fait, disait Matt. Merci Matt. Et on va essayer de continuer à interviewer des personnes de qualité. Mais effectivement là, ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, n'hésitez pas à suivre et à regarder sur notre chaîne YouTube ou sur videobourse.fr, vous l'avez en haut à gauche dans à la une, l'interview d'Enlil qui dure presque 2 heures, qu'on a fait dans les bureaux de Benoît Rousseau, donc directeur d'Enlil, trader pour compte propre à succès, qui travaille avec des très grosses sommes, enfin en tout cas pour la plupart des particuliers, des sommes importantes, qui est trader à succès, donc il pourrait très bien vivre de son trading uniquement. Il a aussi une entreprise à côté, mais il a largement de quoi vivre tranquillement du trading, donc c'est vraiment intéressant d'avoir quand même le témoignage, le point de vue, la méthode de travail d'une personne comme Benoît. N'hésitez pas à consulter ça. Très sympa le gars, disait Matt, effectivement. Ok, bon alors, dollar-yen, ici sur le graphe. Alors, 2 secondes, déjà, je veux voir s'il y a des choses à fermer avant d'en ouvrir des nouvelles. Bon, déjà, le VIX, j'avais acheté. L'idée globale, c'était qu'on était déjà très bas et que je pensais pas qu'on allait aller beaucoup plus bas. Actuellement, on est à 13. Je suis rentré à 14,70. Bon, ça va bien baisser. 100 € de perte, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, je laisse courir. J'ai pas de swap dans mon sens, mais voilà. Alors, USD TRI, on perd 88,58 €. On va aller voir la configuration du dollar face à la livre turque. Voilà, qu'on a ici. Donc, j'ai pris position sur l'impulsion baissière qu'on avait eu ici. Ça s'est pas bien passé dans un premier temps. On avait cassé le support oblique haussier qu'on voit ici en marron. Puis les acheteurs sont bien revenus. On a marqué plus qu'un pullback. On a eu un bon retour des acheteurs. Là, on a eu une très grosse bougie baissière il y a 2 jours. On revient un peu sur nos pas. Alors, le gros point positif que j'ai, c'est que j'ai un fort taux d'intérêt dans mon sens. Ça, c'est vraiment bien. Après, c'est pour ça que ça sera suffisant. Mais quoi qu'il arrive, ça réduira mes pertes s'il y en a. Et ça augmentera mes gains s'il doit y en avoir. Bon, une très grosse bougie. Donc, il y avait toutes les raisons de laisser courir vendredi. Là, ce jour, on a un beau retour des acheteurs. Donc, c'est mitigé. Bon, voilà. Donc, si je vais prendre position maintenant, je ne le ferai pas. Un vendredi, je l'aurais bien fait, mais là, avec le retour des acheteurs, pas forcément.
Maintenant, on a une belle impulsion. J'ai mon scénario. Je sais que je sors, si ça se passe mal, à un niveau prévu. Donc, le trade est planifié, il n'y a pas de souci. Bon, bah, USD, on verra tout à l'heure. Le VIX, pardon. J'ai toutes les raisons de le laisser courir, même si c'est pas vraiment pour le moment. Et AUD, CAD, qui est une position qu'on avait prise, qui est déjà bien gagnante. Donc, on a déjà fait notre beurre dessus. On l'avait prise le 24 juillet. Ici, lors de l'impulsion baissière. Derrière, ça avait bien continué. Là, on hésite un peu ces derniers jours. On a des acheteurs même qui reviennent. Donc, je vais prendre mon bénéfice sur ce AUD-CAD. Voilà qui est fait. Donc, pourquoi prise de bénéfice? Le but, avec mon approche, d'essayer de choper les impulsions, etc., c'est de risquer le moins possible sur le marché, de s'exposer le moins possible. Donc, c'est-à-dire, il y avait Mostafa Belkacem qui avait donné à un moment cette idée, cette vision de ce que j'essaie de faire là sur le marché, que je trouve assez intéressante, c'est de tendre la main, de prendre ce qu'il y a à prendre et tout de suite la retirer. Ça permet de ne pas s'exposer longtemps. C'est-à-dire, je m'explique, vous voyez, quand j'ai un marché qui est en forte tendance et qu'on a une impulsion, si je rentre, vu que c'est un produit, par exemple à la vente, qui attire beaucoup de gens à la vente, il y a peu de chances pour que tout de suite on ait énormément de gens à l'achat. Par contre, il y a beaucoup de chances, enfin il y a plus de chances en tout cas selon moi, pour qu'il y ait des vendeurs qui continuent à prendre en main ce marché et à vouloir ce produit. Donc, il y a beaucoup de chances pour que le mouvement continue. C'est ce qu'on a eu ici. On peut positionner ici, tac, derrière, ça a accéléré. Là, on voit que ça commence à ralentir. Il ne faut pas non plus être trop pressé et sortir sur n'importe quoi. Mais là, on voit qu'en journalier, on a quand même 4 bougies qui sont plutôt hésitantes. On a déjà pris notre bénéfice, on sort du marché. À la limite, si derrière ça corrige, bah, tant mieux, on aurait bien fait de sortir. Si ça repart, eh ben, on pourra toujours rentrer. Et au niveau du timing, je pense que c'est intéressant et intelligent d'avoir pris le bénéfice là. Donc du coup, la balance s'élève à 10 514 € et l'équité à 10 324 €. On n'a plus que 2 positions en cours, donc perdantes sur le VIX et sur le dollar face à la livre turque. Je vais supprimer les ordres en attente qu'on avait sur AUD-CAD. Voilà. Et puis on va essayer d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire? Ben, on va aller voir les produits et on va commencer par le dollar-yen. Alors, le dollar-yen, ici en graphe journalier, il ne se passe pas grand-chose. On est toujours très haut. Deux petites secondes, on m'a posé une question sur Skype, donc j'ai envoyé le lien à la personne pour qu'elle suive l'émission. Tu peux suivre toutes mes analyses et prises de position. Voilà, j'ai mis le lien. Ok, donc oui, voilà, donc dollar-yen, belle dynamique de fond, plus bas de plus en plus haut, plus haut de plus en plus haut. Là, les vendeurs reviennent assez franchement. Derrière, on a des acheteurs, on a un pullback. J'ai pris position une première fois, ensuite j'étais sorti puisque ça n'était pas particulièrement suivi. On a toujours une dynamique plutôt de correction, donc je suis toujours plutôt vendeur si je devais prendre dans l'absolu. Là, aujourd'hui, on a une bougie baissière, donc c'est intéressant. Maintenant, on a une grosse bougie haussière la semaine dernière. Dans des zones qui ont été pas mal travaillées d'ores et déjà, qui ont été pas mal distribuées. Donc je ne vais pas faire n'importe quoi. Je ne vais pas prendre de position pour le moment. Je vais rester en dehors du marché et on verra les jours suivants. Mais pour l'instant, il n'y a pas de raison particulière de prendre position sur ce dollar-yen d'après moi. Alors ici, sur le CAC 40, qu'est-ce qu'on voit? Alors on a cassé les précédents plus hauts, ce qui nous a fait sortir et prendre une perte. Cependant, on a cassé les précédents plus hauts sans non plus énormément de conviction. Puisqu'on a à peine marqué un point haut, on voit un l'ombre ici en journalier, tout de suite on a des valeurs qui reviennent. Donc à la limite, à l'heure actuelle, bon, ce sera trop tôt pour vendre, mais si on a une belle bougie baissière, je serais plutôt vendeur. Je ne serais pas acheteur. Si on casse et qu'on a une grosse bougie haussière, là je serais acheteur. Donc là, à l'heure actuelle, je vais rester en dehors du marché, sur le CAC. Alors ici, sur le dollar face à la livre turque, j'ai déjà une position à la vente, donc on ne va pas insister. Avec des CAD, j'ai coupé. Pour l'instant, pas de prise de position. Le câble, bon, on est toujours dans de l'hésitation assez forte. On va supprimer ce qui ne sert à rien sur le graphe. On a des zones qui ont été beaucoup travaillées sans direction franche. Bon là on a des très grosses bougies haussières là, ces derniers jours, mais on en a eu des très grosses juste avant à la baisse, donc pas de décision, pas de prise de position.
Euro-dollar, on est dans la partie haute du triangle, c'est intéressant. Peu de volatilité, il y a Nicolas Chiang qui a posté un tweet intéressant par rapport à la volatilité, la comparaison notamment entre le Forex et le CAC 40, donc les marchés actions, en montrant que le Forex parfois était désigné comme un marché qui pouvait être risqué, mais si on regarde les choses concrètes, hein, c'est plus le levier et la psychologie du trader qui peut amener à faire des erreurs que le marché en lui-même. Je vais uniquement mettre le graphe maintenant, voilà. Donc voilà, quoi dire de plus. Euro-dollar, normalement ça peut être intéressant, pourquoi pas. Si je vais choisir, si j'étais obligé de rentrer, je serais vendeur actuellement, mais je suis pas obligé de rentrer, donc tant mieux, et je reste en dehors du marché. Pourquoi je serais plutôt vendeur? Parce que là on est en haut du triangle, on est toujours à l'intérieur du triangle, on a un ralentissement des acheteurs au contact de la zone de résistance qui est respectée. Autant shorter, placer son stop au-dessus des précédents plus hauts avec un ratio au moins de 2 pour 1, voire 3 pour 1 au niveau de l'objectif, donc un ralliement du milieu du triangle. Mais moi c'est pas mon style de trading favori, donc je le ferai pas. Euro-yen, plutôt vendeur, mais un peu même constat que sur le dollar-yen. Il n'y a pas de mouvement franc, donc je préfère pas m'exposer pour rien. L'or, plutôt vendeur, mais pas de gros mouvement, donc je vais pas m'exposer pour rien. Le DAX, un peu pareil que sur le CAC, par contre le signal est plus propre, et d'ailleurs ça infirme un peu le signal aussi sur le CAC, puisque sur le DAX ça n'a pas été suivi, donc c'est rare qu'on ait un signal sur le CAC de continuité sans que le DAX suive, hein, puisque les deux sont très liés, bien sûr. Donc là pour le moment, en dehors du marché, il n'y a pas grand chose à dire, mais on voit que c'est pas du tout fait à la cassure et la poursuite du mouvement haussier sur le CAC. Sur le dollar face au franc suisse, ici en graphique journalier, eh bien on a des acheteurs qui commencent à revenir tout doucement. On avait une pression vendeuse assez forte. On est à l'intérieur d'un range et d'une zone qui était largement travaillée, donc pas grand chose à dire. Je vous rappelle que vous pouvez suivre à tout moment mes résultats, mes prises de position, en cliquant sur le lien résultat du compte au-dessus ou en dessous du cas de diffusion de l'émission. Ça vous ramène au MyFXbook, vous avez toutes les positions, etc. Donc vous pouvez vraiment suivre tout ça de manière transparente. USD-CAD, vous vous rappelez, j'avais dit surveiller l'éventuel rebond et rentrer sur l'impulsion. Donc là, ça s'est présenté, justement ce scénario, le 1er août. Donc là, à la fin du 1er août ou le début de la journée du 2 août, on avait des points intéressants vers 1.0347. Je suis toujours plutôt acheteur. Maintenant, je suis pas non plus passionné et je vois pas non plus d'énormes signal. L'argent, pas terrible. AUD USD, c'est pas mal. Par contre, comme je viens de sortir de chez AUD CAD, c'est à peu près le même scénario que je jouais. Bon, autant... Enfin, ça sert à rien de prendre position maintenant. On n'est plus en impulsion, il y avait des occasions de rentrer précédemment, là ça n'est plus le cas. EUR-GBP. Belle bougie baissière sur EUR-GBP. La dynamique de fond est haussière, on est toujours au-dessus du support oblique haussier qui conduit le mouvement de hausse de fond. On va voir, franchement on va voir. La zone que tu as pas mal travaillée, bon pour l'instant je vais pas suivre. Donc je serai plutôt vendeur. Euro-franc suisse, bon là je joue un billet acheteur tant qu'on est au-dessus de 1.20 et j'achète si on a des bonnes opportunités, plutôt en suivant les impulsions, ce qui n'est pas le cas actuellement, donc pas de prise de position. AUD-GPY, toujours une belle pression, mais on hésite un petit peu, donc c'est pas le meilleur moment. Là c'est le Dow Jones, donc on a cassé les pressions plus haut, on voit qu'on a vraiment du mal quand même à accélérer concrètement, et à bien jouer à ceux qui ont tradé la cassure du drapeau, là, ici en graphique journalier. Non, là pour l'instant, ni acheteur, puisque certes on a cassé des pressions plus haut, mais on voit qu'on a vraiment du mal à continuer le mouvement. Trop tôt pour vendre parce qu'on n'a pas encore premier signal. Si on a une très belle accélération baissière, je suivrai, mais ça n'est pas le cas pour le moment. Après, les plus audacieux, ceux qui ont le plus confiance dans le scénario baissier, par contre, ceux-là, à mon avis, ils ont dû se mordre les doigts là, ces derniers mois, même nombreux derniers mois. Non, mais pas de prise de position pour le moment. USD-HKD, pas de prise de position. Alors, c'était qui me disait... Ah oui, d'accord. NZD-USD, belle succession de journées baissières. Il y avait de quoi faire hein, pour ceux qui tradaient simplement les rebonds dans le sens de l'impulsion de fond. On avait une impulsion de fond baissière, phase de correction à 38.2. On a eu un premier signal dès la journée du 29 juillet avec une englobante baissière. On peut suivre avec un stop loss assez serré et derrière belle accélération. C'est trop tard pour rentrer, on est proche en plus de presser en plus bas qui pourrait jouer un rôle de support. Donc pas de prise de position pour le moment. Alors notre VIX, il est très bas, putain le VIX, on verra si ça va se retourner. Alors là le VIX, je serais même plutôt intéressé pour recharger éventuellement, mais je vais pas multiplier le risque, j'ai pas envie, donc j'ai pas commencé à entrer dans cette logique, il y a mieux à faire je pense, donc on verra à terme, mais pour l'instant c'est trop tôt, on vient de prendre la position, donc voilà, il n'y a pas de raison de le faire. Journalier ici sur le Nikkei, alors vraiment qu'on regarde autre part le Nikkei, puisque l'on n'a pas beaucoup de recul. On a eu des belles bougies de hausse là ces 2 derniers jours. Sur des phases de repli, bon, on va voir. Le pétrole,
Impulsion de fond haussière. Les acheteurs sont bien revenus ces derniers jours. Actuellement, on n'est pas en impulsion. USD ZAR, donc le dollar face au rand sud-africain. On a une très belle bougie baissière la journée. Du 2 août 2013. Pourquoi pas suivre cette impulsion? On n'a pas de dynamique franche. L'impulsion de fond était. Enfin, si, on a une dynamique justement de fond qui est haussière. Donc là, court terme serait prendre une position contre la tendance de fond. Qu'on n'a pas encore mis en question parce qu'on est toujours au-dessus. Enfin, à l'intérieur du canal et on est au-dessus largement du support oblique haussier. Donc voilà. A priori, j'aurais pas grand chose à faire. Alors après, si vous avez des opportunités de trading sur d'autres produits, n'hésitez pas à me l'indiquer. Et sinon, on va les voir par nous-mêmes à droite, à gauche. Ce qui se dit, n'hésitez pas à donner vos positions. Alors sur mon FXbook, il y avait un petit bug. Je vais aller voir s'il y a toujours le bug là. À ce sujet. Il y avait un petit bug parce que en fait les positions étaient bien mises à jour, mais par contre la comptabilité au niveau de l'affichage des performances en termes de pourcentage n'allait pas. Donc là, je vais voir si c'est... Bah là c'est revenu dans l'ordre. Voilà. 4,73% de profit sur les positions clôturées. Et puis une perte en cours, donc on voit la différence entre la balance et l'équité. Et on gère ce compte. Voilà. OK, et vous pouvez suivre tout ça. Pour moi, on a un facteur de profit qui est vraiment bon, hein, 4.08. Bon, c'est le début du compte, c'est quand même un compte plutôt moyen court terme, donc c'est trop tôt pour tirer des conclusions. Alors, on va aller voir d'autres produits, mais bon, est-ce qu'il y a vraiment d'autres choses à faire enfin, d'autres produits, parce que là, on en a déjà regardé beaucoup. Je vais aller voir, sinon, puisqu'on n'a pas de signaux très clairs, on peut soit rester en dehors du marché, soit établir des stratégies autres que les stratégies habituelles, donc uniquement de suivi de tendance. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Par rapport au VIX, ce serait rechargé, maintenant ce serait quand même... il faut que ce soit cohérent au niveau de la gestion du risque. Le câble... Non, pas grand-chose. L'or, c'est pas un signal grandiose parce qu'on avait cassé à la hausse la résistance oblique baissière. Donc derrière les vendeurs reviennent. USD-CAD. Non, il n'y a vraiment pas de configuration qui m'attire particulièrement. Donc à la limite, pourquoi pas jouer des scénarios avec les produits qui sont bornés, notamment par des banques centrales. Mais comme là par exemple j'ai l'euro franc suisse sous les yeux, il faut un plan d'attaque réfléchi. Là on n'a vraiment pas d'occasion spécifique sur l'euro franc suisse parce que on est plutôt sur une dynamique baissière, donc attendre qu'elle se calme ou attendre un retour des acheteurs, mais rentrer dès maintenant ne serait pas forcément cohérent. Euro GBP, pourquoi pas. Après franchement ce sera un peu tiré par les cheveux, mais en tout cas ce serait pour un short, hein, donc contre tendance. Pourquoi pas racheter le VIX, hein, parce qu'actuellement on code 13, même 12,95, ce qui est vraiment très bas. Vous vous rappelez, le VIX on regarde souvent, donc on va aller le voir sur un graphique où on voit mieux. Donc voilà. Ici, sur un graphique qu'on regarde depuis 1990, sur le VIX là. Alors ce que l'on voit, c'est qu'on n'est jamais descendu en dessous de 10 depuis plus de 30 ans d'études, 23 ans d'études du graphique. Donc c'est quand même un signal intéressant, on est vraiment très bas. Il y a pas mal de chances pour qu'on reparte plus haut et peu de chances pour qu'on parte plus bas. En tout cas, ça n'a jamais été le cas depuis 23 ans. Donc je me répète par rapport à ce que j'ai dit juste avant de partir en vacances, mais le trading c'est pas toujours l'innovation ou c'est pas toujours essayer d'être toujours dans la nouveauté, etc. Hein, il faut simplement jouer des scénarios qui sont cohérents. Et moi ça me semble cohérent ici. Hein. Toutes les fois on est revenu sur les 13, 12, même à 12 là. On est toujours reparti au-dessus depuis 23 ans. On n'est pas en 23 ans, pas une seule fois passé en dessous de 10.
il faut que je vois si au niveau de la gestion, ça peut arriver, hein, donc il faut quand même tout prévoir. La EuroGBP est quand même pas mal hein, à la baisse. Pourquoi pas mettre une petite pièce? C'est pas évident non plus, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Non, mais je vais me concentrer sur le VIX, éventuellement voir si je peux reprendre une position, mais en calculant bien le risque. Alors, le problème, déjà, c'est que le VIX, là, on serait clairement contre-tendance. Puisque on a une dynamique de fond qui est très fortement baissière en journalier. Bon. Après, c'est toujours une question de risque, hein, de gestion du risque et de timing. Soit on prend position au plus bas et donc on essaie de choper le point bas, donc à ce moment-là, ça peut être intéressant, mais c'est plus dur d'avoir le bon timing. Soit on attend l'éventuel retournement, mais à ce moment-là, on a plus de chances d'être dans le bon timing, mais on rentre un peu plus haut. Donc c'est toujours une question de compromis. Donc ça me repousse pas tant que ça, c'est surtout moi une question de gestion du risque, parce que je sais qu'on approche de la borne. Je pense qu'il y aura une petite réaction avant 10. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai déjà donc 0,4. Donc je crois que je suis à 4 € du point. C'est ça. Alors attendez, je vais faire mon calcul précis. Pour voir si je peux reprendre. Et quel risque je mets si je reprends position maintenant. Donc actuellement, on a pris position à 14,70. On cote 12,95. Ce qui fait une différence de 1,85 points. 1,75 points, pardon, et on perd 105 €. Donc 105 divisé par 1,75 égale 60, donc c'est-à-dire qu'on a 60 € du point. 60 € du point. Et donc là, si on va chercher notre stop loss qui est à 9,70, on perd donc 14,70 moins 9,70, ça fait 5. 5 fois 60. 300, qui représente 3% du capital. Si je reprends 0,4, ce qu'il y a, c'est qu'on va perdre potentiellement. Donc, ce serait pas 300, puisque derrière, on reprendrait une perte de 60 fois. Et cette fois, ce serait donc environ 3. Plus. On va mettre 3.4, ça ferait 204, ça fera risque total pour la position de 5%, ce qui commence à être élevé. Ouais. Après, ce qui me dérange, c'est que c'est trop rapide. C'est trop rapide, on est clairement contre l'impulsion, donc je vais pas me risquer à ça. Non, je vais pas me risquer à ça, donc pour l'instant je vais rester en dehors du marché. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout de suite voir les autres visions de marché, des personnes que j'ai l'habitude de suivre et d'écouter, ce qui a été dit, éventuellement établir des stratégies. Mais là sur le VIX, pour l'instant, je vais pas m'alourdir, pas recharger la position, mais je vais laisser courir comme ça. Voilà. Donc on va aller lire ce qu'il y a à lire. Peut-être que l'unité pourrait m'intéresser également, on ira voir ça après. Donc je vais déjà voir dans les salles de marché ce qui s'est dit aujourd'hui. Faire un bilan sur la journée, il est déjà 18h25, ça passe vite. Donc aujourd'hui le CAC a repris 0,11%, bon c'est pas beaucoup. La bourse de Paris termine dans le vert sur une séance sans éclat. La bourse de Paris a terminé lundi en légère hausse. Ah oui d'accord. En légère hausse sur une séance sans éclat, des indicateurs meilleurs que prévu, tant en zone euro qu'aux États-Unis, n'ayant pas réussi à emporter l'enthousiasme des investisseurs. L'indice CAC 40 a pris 4,32 points à 4049,97 points dans un volume d'échange extrêmement faible de 986 millions d'euros du fait de la période estivale. Vendredi, il avait fini au-dessous de l'équilibre à plus 0,07%. Ok, donc sur ce, on va aller du côté de romandie.com voir les points de vue des mecs en salle de marché. Nombreux blessés dans un tunnel norvégien après l'incendie. Voilà. Total, aucune motivation fiscale dans le transfert d'activité à Londres. Action suisse, clôture plus ferme, le SMI échoue sous les 8000 points. Le pétrole baisse, gêné par la reprise de la production libyenne.
Bourse de Paris, le CAC 40 termine dans le vert sur une séance sans éclat. Donc ça, on va aller voir, mais les points de vue des mecs... le point de vue des mecs en salle de marché. L'indice n'a en outre pas trouvé beaucoup de relais outre-Atlantique, Wall Street évoluant en légère baisse dans les premiers échanges lundi après avoir battu des records historiques vendredi. Le marché ne bouge pas beaucoup aujourd'hui, a relayé Rémi Naturkate, conseiller de gestion chez Mescart Gestion Privée. Les chiffres publiés dans la matinée en zone euro, et notamment ceux de l'activité privée PMI en juillet, se sont révélés au-dessus de ce qu'on attendait, sans pour autant être très bons. Et puis l'indice ISM des activités dans les services en juillet aux États-Unis, sorti dans l'après-midi, a aussi dépassé les attentes, sans pour autant voir le marché bouger beaucoup, a-t-il poursuivi. Au final, il n'y a pas eu de gros mouvements dans la journée, c'est un marché d'été qui est un peu poussif, avec des volumes très faibles, a-t-il estimé. L'indice d'activité PMI composite en zone euro s'est établi à 50,5 points en juillet, à son plus haut niveau en près de 2 ans. L'ISM non manufacturier américain s'est établi à 56% en juin, une hausse de 3,8 points de pourcentage par rapport à juin, alors que la prévision médiane des analystes le donnait à 53,2. Parmi les valeurs, Veolia a pris la tête du CAC 40 avec une hausse de 3,41% à 10,62 €. Les investisseurs ayant bien accueilli le maintien de ses objectifs pour 2013, centrés sur ses réductions de coûts et de dettes malgré un bénéfice net en chute du fait d'une dépréciation en Allemagne et des frais de restructuration. Alcatel-Lucent a profité de ça. Bon, ça on s'en fout. Ça c'était ok. Le FMI presse le Japon de mener à bien les réformes économiques. Les USA accusent BP de manipulation des prix du gaz. Bourse, Londres à la peine à cause de HSBC. On lit ça. La bourse de Londres a clôturé en baisse lundi, le secteur bancaire reculant dans l'ensemble à la suite des résultats de HSBC moins bons que prévu. L'indice FTSE 100 des principales valeurs a perdu 28,29 points, soit 0,43% par rapport à la clôture de vendredi à 6619,58 points. La réaction négative aux résultats de la plus grande banque du Royaume-Uni, HSBC, a pesé sur le FTSE 100 aujourd'hui, a commenté Michael Eason, analyste chez CMC Markets UK. Le secteur des ressources naturelles avait initialement soutenu le FTSE, mais les opérateurs ont perdu leur appétit pour le risque au cours de la séance, a ajouté David Madden, analyste chez IG. HSBC a en effet chuté de 4,37% à 721,7 pence en raison de résultats qui ont déçu. Le groupe a enregistré un bénéfice net semestriel en forte hausse grâce à la réduction des coûts et des provisions, mais cependant inférieur aux attentes. Royal Bank of Scotland, RBS, moins 1,58% à 317,4 pence, a également souffert après un abaissement de sa recommandation par la Société Générale. Ce qu'on pouvait lire. Le jeune détenu s'est suicidé. France, le FMI recommande de ralentir le rythme de réduction du déficit. Emprunt, banque de lettres de gage, nouvelle série 585, émet 1,37 milliard de francs suisses. La bourse des métaux et Goldman Sachs sous le coup d'une plainte. Ça c'était Warren Parent qui en avait parlé, qui a fait une vidéo marrante à ce sujet. Je crois que c'est cette affaire. Pas le temps de tout reprendre non plus. On vient voir un petit point de Wall Street, voilà.
Bruxelles autorise la fusion entre US Airways et American Airlines. Je sais pas en quoi Bruxelles a à voir là-dedans, mais bon, il faut regarder de plus près. Alors, Wall Street en légère baisse, reprenant son souffle après les records. La bourse de New York s'affichait en légère baisse lundi à l'ouverture, malgré un indicateur américain meilleur que prévu, reprenant son souffle après avoir battu des records historiques. Le Dow Jones cédait 0,23% et le Nasdaq 0,11%. L'indice vedette Dow Jones Industrial Average par les 36 points. Wall Street avait grimpé à de nouveaux sommets vendredi, restant optimiste malgré un rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis jugé décevant. Le Dow Jones Industrial Average avançant de 0,19% à 15 658 points et l'indice élargi S&P 500 de 0,16% à 1709 points. Le Nasdaq à dominante technologique s'était lui adjugé 0,38% à 3689. La perspective de prise de profit après la nouvelle envolée du marché en fin de semaine dernière est sans doute ce qui pèse sur les cours ce matin, a relevé Patrick Howard de Briefing.com. Mais il est aussi possible qu'après plusieurs séances riches en intervention de la Banque centrale américaine, en indicateurs et résultats d'entreprise, le marché observe juste une période d'accalmie, a ajouté l'expert. L'annonce en cours de séance d'une hausse plus forte que prévue de l'activité dans les services en juillet aux États-Unis a permis aux indices d'effacer une partie de leurs pertes, mais n'était pas suffisant pour convaincre les investisseurs de les hisser dans le vert. La Banque centrale américaine, la Fed, retiendra aussi l'attention des courtiers avec une intervention du président de l'antenne locale Dallas Richard Richard Fisher, prévu dans la journée selon les analystes de Schaeffer's Investment Research. Voilà, ça on avait vu, donc le reste, voilà. Voilà donc le contexte fondamental dans lequel on évolue. Je vais aller jeter un coup d'œil sur Forex Factory pour voir les nouvelles annoncées que l'on attend cette semaine et qui sont tombées ce jour. Et on va enchaîner comme ça. Alors, je vois qu'il n'y a pas de réaction pour le moment sur le chat écrit. N'hésitez pas à participer. Alors, je me demande si ça n'a pas coupé par contre. Est-ce qu'on m'entend bien? Parce que j'ai vu que pendant un moment ça avait marqué que... qu'il n'y avait plus la connexion. J'attends votre confirmation sur le chat écrit. Savoir si tout roule ou si ça a coupé. Salut Aliva qui est là sur Mumble. J'attends votre confirmation sur le chat écrit. Alors, ce jour en tout cas, donc on n'avait pas grand chose. Service PMI par rapport à l'économie britannique est tombé meilleur qu'attendu. L'indice ISM non manufacturier est bien meilleur qu'attendu aux États-Unis, donc ça c'est plutôt positif. Et sinon, sur la semaine... Allô, est-ce qu'on m'entend? Et si on m'entend, est-ce qu'on peut me confirmer s'il vous plaît sur le chat écrit en bleu en dessous du cas de diffusion de l'émission si c'est ok au niveau du son et de l'image? Ça prend 2 secondes, vous avez juste à me mettre oui ou non. Bon, pour l'instant, j'ai pas de retour. Je vais enchaîner. Bon. Demain, on aura des nouvelles par rapport à l'économie britannique avec la production manufacturière à 10h30. Par rapport à l'économie canadienne, 14h30, la balance commerciale et la balance commerciale américaine également. Mercredi, on aura des chiffres par rapport à la production industrielle allemande, des chiffres par rapport à l'économie britannique, dollar néo-zélandais, dollar canadien. Jeudi, on aura des chiffres par rapport à l'économie japonaise, l'économie australienne, CNI, je ne sais plus ce que c'est. C'est quoi CNI? Je m'en rappelle plus. Le yen, avec une conférence de presse de la BOJ. Le dollar américain avec les chiffres du chômage. Et vendredi, on terminera avec quelques nouvelles par rapport à l'économie canadienne et australienne. Donc on suivra tout ça au fur et à mesure de la semaine. Donc c'est une semaine moyenne, hein. Ni folle, ni nulle. Donc voilà, ce sera intéressant de suivre tout ce qui se passe. Toujours pas de réponse, toujours pas de retour, voir si c'est ok. Donc je vois il y a quand même pas mal de monde qui me... Salut Fab. Ouais, salut Liva, ça va? Est-ce qu'on m'entend au niveau du son là sur l'émission? Je sais pas si tu as regardé. Oui, je t'entends. Ok, là tu m'entends, mais je veux dire, t'écoutais l'émission sur Vidéo Bourse ou pas? Non, non, j'ai pas entendu, par contre. Ah ok, bon bah je sais pas alors.
Je vais faire un test. Ça va toi? Tu trades là? En fait, je viens du bled là et je suis en train de suivre. J'ai pas encore de trade en route. Ah ok, t'étais en vacances, ça s'est bien passé? Oui, j'étais à Madagascar. Alors, c'était beau là-bas? Rien à faire, c'est là-bas, c'est comment on dit, c'est la nature. Voilà. Ouais. Ah, j'ai déjà vu des... Il y a quoi là-bas? Il y a des lémuriens, mais je crois qu'il y a pas mal aussi d'espèces qui sont que sur l'île en fait, et nulle part ailleurs dans le monde, c'est ça? Au niveau de la nature en Oui, général, hein, que ce soit la nature ou les animaux. Ouais. Il faut y aller un jour, Fab. Hein. Je te conseille. Bah ouais, pourquoi pas, hein, franchement, ça peut être intéressant. Après, je connais pas du tout. Après un petit bénéfice sur le trade, tu y vas. Ouais. Par contre, ça doit être cher, non, l'avion pour aller là-bas? Comment? C'est cher l'avion pour aller là-bas. C'est cher, mais pour toi, c'est pas cher. Oui, c'est cher le billet. Oui, ça, je suis d'accord parce que pour aller à Madagascar, moi, j'ai payé 1800 euros. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme, c'est grave. Alors que pour aller à La Réunion, c'est pas cher. Et pourquoi? Parce que c'est pas loin. C'est un problème de monopole. Et il n'y a pas moyen d'avoir moins cher que ça? Si, il y en a, mais il faut chercher les billets et quand tu le trouves, tu vois les billets moins chers, tu pars tout de suite et tu reviens à la date qui est déjà préconisée d'avance. Ouais. Et sinon, si tu fais des escales, je sais pas moi, ça va pas moins cher? Pardon? Si tu fais des escales, ça revient moins cher, non? Non, ça revient au même. Moi, j'ai fait une escale à Mayotte. Ah oui, d'accord, ok. Alors, t'es parti à faire saigner le marché ou t'attends encore? Bon, là c'est pas mal, hein, le compte évolue bien. Là, il me reste 2 positions. Pour le moment, j'ai commencé avec un compte à 10 000 le 24 juin. Actuellement, là, la balance s'élève à 10 514 euros. Et l'équité est à 10 328 euros. Donc, en gain net, là, je serai à 328 euros depuis un peu plus d'un mois. En termes de pourcentage, c'est 3,28%. Bon, c'est pas énorme. Mais tout est bien géré, le travail est consensueux. Donc, j'espère continuer comme ça. Hein. Quel broker? De quoi? Quel broker? Là, c'est Active Trades. Active Trades, ils sont vraiment bien en ce moment. Ils ont une belle offre. Ils sont top au niveau du service. Donc, en ce moment, je suis très bien chez eux. T'es sur MetaTrader, hein? Ouais, MetaTrader 5, là. Aïe, 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 aïe. Pourquoi? T'aimes pas MetaTrader? Non. Qu'est-ce qui te plaît pas sur Je préfère les trucs simples. Ok. Bon, alors on va enchaîner sur cette petite parenthèse. Merci Matt d'avoir... Ben, tu fais des trades automatiques? Non, là c'est un compte manuel. Si tu veux, je peux te donner le lien. Il y a le suivi de mes résultats. C'est du swing ou... Ouais, c'est ça, c'est du swing trading. Plutôt. Et même si je ne me fixe pas de limite, en général, c'est plutôt des trades de moyen court terme. Et puis, j'essaye de suivre les impulsions et les tendances. De sortir en plusieurs fois si ça se passe mal et de prendre le bénéfice en une fois et rapidement si ça se passe bien en fait. Voilà, je t'ai mis le lien. Et donc là, c'est plutôt pas mal. Bon, je l'ai ouvert récemment. Hein. Pour l'instant, je l'ai ouvert le 24 juin. Donc le mois de juin, j'ai fait plus 5,04%. Mois de juillet, j'étais négatif, moins 1,47%. Pourtant, il y a moyen de faire de l'argent facilement avec le CAC qui faisait que de monter. Et là, pour le moment, sur août, je suis à plus 1,18%. Donc voilà. Je vous mets le lien également sur le chat écrit pour ceux que ça intéresse. Alors, on va enchaîner en allant voir un peu ce qui se dit à droite à gauche. Sur le biais du trader, notamment. J'aime bien ce blog. Vous allez voir, c'est des articles intéressants qui ont été écrits. Mathieu Lebrun. L'indicateur du sentiment de marché haussier à 49%. Méfiance. On va lire cet article, mais déjà on lit qui est Mathieu Lebrun, parce que je ne le connais pas. En tout cas, pas bien.
Donc Mathieu Lebrun, rédacteur en chef d'Agora Trading et Mon Portefeuille Zen. Mathieu Lebrun est Ouais, pas mal. analyste financier. Il commence sa carrière chez Fortis Bank pour intégrer la table de négociation sur devises au sein de la salle de marché du groupe Natixis Banque Populaire. En 2004, il intègre un cabinet de conseil... C'est pas mal. De quoi, les résultats du compte, là? Oui. Bah ouais, pour l'instant, ça se passe bien. Donc, j'essaie de continuer comme ça, quoi. Alors, donc je disais par rapport à Mathieu Lebrun, il commence sa carrière chez Fortis Bank pour intégrer la table de négociation sur devises au sein de la salle des marchés du groupe Natixis Banque Populaire. En 2004, il intègre un cabinet de conseil sur produits dérivés en tant qu'analyste technique et obtient son diplôme d'analyste technique délivré par la STA. Donc, tu as ouvert combien exactement du fonds chez Active Trade? Là, c'est du démo. Donc, c'est un compte de 10 000 € en démo. Là, je serai en démo jusqu'à la rentrée. Comme je viens d'acheter un appartement, j'ai plus du tout d'argent en réserve là. Donc, le temps que je refasse une réserve, bon là, ces derniers mois là, bon, je suis quand même parti en vacances, etc. J'ai pas pu mettre beaucoup, mais j'ai pu mettre un peu. Et là, ces prochains mois, je vais essayer de mettre encore un peu d'argent de côté avant de reprendre le réel en fait. Alors, sur le chat écrit, il y a Warren qui dit salut à tous. Quelqu'un peut me dire comment on enlève les flèches de position sur MT5? Warren, est-ce que tu regardes l'émission? Je vais t'expliquer tout de suite, je finis la lecture. Natixis Banque Populaire. En 2004, il intègre un cabinet de conseil sur produits dérivés en tant qu'analyste technique et obtient son diplôme d'analyse technique délivré par la STA. Voilà. Depuis près de 10 ans, il s'est forgé une solide expérience sur les marchés financiers. En juin 2013, il décide de créer un service de trading simple et efficace, Agora Trading. Pour ses abonnés... Est-ce qu'il y a un cap sur NZD? Je sais pas. J'ai pas regardé, j'irai voir ça tout à l'heure. NZD-USD, tu parles? Oui. Je sais pas, j'irai voir. Pour ses abonnés, il combine à merveille sa lecture des différentes classes d'actifs et leurs corrélations pour en tirer le meilleur. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ses résultats parlent pour lui. Avec des gains de 100%, 70% ou encore 210%. Par ailleurs, Mathieu est aux commandes du service Mon Portefeuille Zen. Le but de ce service, guider les investisseurs individuels pour qu'ils gardent le contrôle de leur portefeuille même quand tout va mal. Dans Mon Portefeuille Zen, Mathieu, grâce à un système très simple, vous aide à filtrer la crème de la crème des valeurs et vous accompagne quelles que soient les conditions boursières. Voilà. Donc la présentation de ce Gab, apparemment c'est lui qui gère le billet du trader. Alors on lit son article, l'indicateur de sentiment du marché aussi à 49%, méfiance. Oui alors pardon, Warren, avant je te réponds, donc tu me disais comment on fait pour enlever donc les flèches, moi aussi pendant moi je les avais, donc voilà comment tu peux faire. Par exemple ici sur USDTRI, donc tu vas dans outils, mais sur n'importe quel graphique, alors j'aurais pu prendre options, trade... Et donc en bas de trade, tu vois, tu as t'as une case que tu peux cocher ou décocher, show real time history of deals on chart. Donc ça veut dire montrer l'historique des trades passés sur le graphique. Tu décoches cette case et ensuite quand tu prendras les positions ou quand tu les fermeras, tu n'auras plus les flèches qui apparaîtront. Normalement si ça marche pas, tiens-moi au courant. Bah, même si ça marche, dis-moi si c'est bon. Voilà. Alors après les propos rassurants concernant la macroéconomie, soutien de Ben Bernanke notamment, la hausse se poursuit sur les marchés. Le CAC revient sur les 4000 points, tandis que le S&P 500 bat des records historiques. En cette fin juillet, c'est donc au tour de la microéconomie, les entreprises donc, de prendre le relais avec la période des trimestriels. Quand je me penche sur Wall Street, voilà ce que je retiens. Des financières qui ont toutes affiché une santé insolente. Merci le trading pour compte propre. Soit dit en passant, n'est-il pas censé être régulé par les politiques, des cycliques dont les ventes stagnent, qu'on a en effet en commun des leaders comme UPS NYC, Coca-Cola, Conise, Intel, eBay ou encore General Electric. Elles ne représentent aucune croissance de leur chiffre d'affaires, peu engageant.
Dans l'Hexagone, si les choses ont commencé à s'accélérer hier, pour le moment, je dois dire que je ne suis pas emballé plus que cela quand je vois les cas de L'Oréal la semaine dernière ou encore de ST Microelectronics lundi dernier. Donc désolé, mais contrairement à la maxime ambiante, j'ai du mal à me dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et quand on regarde la situation des marchés, la structure actuelle me semble ici aussi à risque. Le S&P 500 inscrit de nouveaux sommets, mais avec des indicateurs techniques en situation de divergence haussière. Premier élément de prudence, d'autant que le haut du canal ascendant va vite être en opposition. Dans la même idée, les indices de volatilité implicite, VXN, indice de volatilité du Nasdaq, et VIX sont au plus bas. Bref, j'ai l'impression qu'une correction guette plus qu'autre chose. D'ailleurs, même le All Investor Sentiment Survey illustre une probable zone rouge à court terme sur les marchés. Voilà la lecture récente de cet indicateur de sentiment qui mesure l'opportunité de marché. Donc là on avait une image. This week all sentiment bullish, donc 48,9% d'acheteurs, neutre 32,8% et vendeurs 18,3%. Donc on a largement un consensus acheteur là. Comme vous le voyez, le sentiment bullish haussier vient de grimper à près de 49% en hausse de 6,9 points. Symétriquement, nous avons désormais moins de 20% de baissier. Historiquement, c'est un signe qu'une zone de top est en formation. Okay. Statistiquement, le S&P 500 inscrit dans les semaines qui suivent un point haut lorsque l'AAL est sur de tels niveaux des extrêmes d'optimisme. À titre d'information, l'extrême pessimisme se situe autour des 20%, comme en mars 2009 ou en mars 2003. Mais vous vous en doutez, cela ne nous concerne évidemment pas en cette fin août. C'est donc le cas parfaitement inverse de cette fin juillet. En conséquence, avec un CAC revenu autour des 4000 points, vous comprenez pourquoi j'ai préféré laisser passer le début du mois d'août et être plus liquide en conseillant à mes abonnés de clôturer 6 positions cette semaine, toutes dans le vert. J'en profite pour vous annoncer que j'animerai une formation d'analyse technique le 15 novembre prochain, l'atelier 3 dans le programme. Je vous enseignerai les bases de l'analyse technique, ma stratégie onde de choc et vous expliquerai comment trader dans les marchés, que ce soit de manière simple ou avec effet de levier. Voilà donc ce qu'on pouvait lire. Donc le point de vue de Mathieu Lebrun qui pense à une correction éventuelle des marchés actions avec des arguments sur le biais du trader. On va enchaîner avec un autre blog, donc enlil.com, Trader Inside, le blog de Benoît Rousseau qu'on a retrouvé en interview comme vous avez pu le voir. Il vient sur les statistiques, on en a déjà vu, à suivre cette semaine, statistiques économiques. Et la bourse continue de monter tranquillement, publié le 2 août. Alors bravo, hein. Bon après, ce gars-là n'a rien à prouver, mais putain c'est assez impressionnant. En fait c'est pas si impressionnant. En fait c'est surtout que le mec de donc Benoît Rousseau, qui gère le blog enlil.com, est très bon, partage ses points de vue, ses prises de position, traite de manière très simple. Là, son point de vue, ça fait 2-3 semaines qu'il était clairement haussier, même plus que ça, un mois, je pense qu'il était clairement haussier. Et les marchés ne font que de monter, donc il a dû vraiment se gaver avec son approche court terme. Et ses effets de levier assez importants, du fait de scalping, donc de risque relativement faible en termes de points. Il peut se permettre de prendre des grosses positions et de respecter son money management. Du coup, étant donné qu'il a énoncé clairement depuis un mois son biais haussier, je suppose qu'il a fait beaucoup d'argent ces derniers temps. Alors, en pleine réorganisation de vie, je n'ai pas trop le temps d'écrire pour Enlil Bourse. Par contre, en septembre, il y aura beaucoup de nouvelles choses avec les points vidéo, car je vais trader full time. Je suis en train de réduire la voilure pour ma société qui était plus une protection entre moi et le trading. Maintenant, j'ai décidé d'être un grand et de ne pas trouver 100 choses à faire pour m'éloigner du trading. En fait, que dire de plus? 2 petites secondes. Pardon. Comment je fais pour... Ok, en fait, que dire de plus que j'ai écrit les marchés
montent que ce que j'ai déjà écrit. Les marchés montent, suivons bêtement et follow the trend au début juillet. Rien de plus, ça monte, c'est l'été. C'est d'un classique en bourse. Je ne me vois pas dire la même chose tous les jours. Juillet, août, ça monte en général. Voilà. Quelques nouvelles du trading. Je me suis amusé depuis quelques semaines sur le support des 8250. Achat systématique en dessous de 8250. Vente vers 8300. J'ai pu faire ainsi de beaux allers-retours. Cette semaine, j'ai pris 2 lots à 8252 sur le DAX. Il y a 2 jours, les 8250 étant le point pivot majeur du DAX 30 depuis plusieurs semaines. Je remonte mon stop profit de 50 points en 50 points. J'ai pu assurer 50 points mercredi, 100 points jeudi et je remonte mon stop profit de 150 points ce matin à 8402. Les futurs étant à 8440. Dans le pire des cas, c'est un gain de 150 points et je tente le plus haut hebdomadaire en fin de séance vers les 8500. Qui sait? J'envisageais hier de lâcher mes DAX sur 8420, la R3 journalière d'hier. On n'a pas atteinte. Depuis 2 mois que je fais du swing, les résultats sont énormes. 2 mois que je suis haussier, disons plutôt 2 ans. Et en swing, quand on chope 100, 200, 300 points sur le DAX, l'année est faite. Je reste cependant très prudent, c'est pour cela que je ne prends que 2 lots maximum par position swing. On aura un retour de bâton violent et je n'aimerais pas être dans le mauvais sens quand le DAX décrochera de moins 3% dans la journée, moins 250 points. Si j'ai 2 lots, c'est juste une claque de 12 500 €. Je sens bien un open gap dans ce cas. Mon e-management est donc ainsi, quand je sens qu'une augmentation de probabilité d'un retournement, je réduis la voilure en anticipant le fait que je peux être positionné à ce moment. Si on continue de monter comme cela tout le mois d'août, je prendrai une position swing short en septembre-octobre pour anticiper une petite correction vers les 8000. Le graphique du DAX me donne des vertiges quand je regarde, celui de Dow Jones aussi. Voilà donc ce qu'on pouvait lire et un article qui a été publié récemment sur son blog, donc Benoît Rousseau, qu'on peut retrouver dans l'interview, plutôt un entretien de 2 heures, en haut à gauche du site ou en première page sur notre chaîne YouTube. Trader de grande qualité, avec une grosse expérience, ancien professeur d'histoire économique. Donc c'est pas un pimpin, il sait de quoi il parle. Et il est crédible. Ses points de vue sont exposés de manière transparente. On enchaîne avec margincall.fr. Margin call. La finance n'a pas de visage mais elle a une tribune, c'est le slogan de ce site. Marché obligataire, crash ou soft landing, 20 ans de baisse des taux, partie 5, RIP, le SME, Herbalife, alors il y avait le bilan de la semaine dernière de trading, moi j'étais absent, j'étais en vacances, on va voir ce qu'ils ont fait sur Margin Call. Alors, il commence souvent par une petite citation, on lit ça. On peut être fier de n'importe quoi si c'est tout ce qu'on a. John Steinbeck à l'est d'Éden. Donc semaine d'été typique avec des marchés globalement très calmes mais qui peuvent toujours réserver des journées à plus ou moins 2% comme Tokyo ce matin. Le manque de liquidité ayant tendance à amplifier les mouvements. Le Nikkei, donc, qui a été déçu par les chiffres d'inflation et qui reste très faible, est en dessous des attentes. De même que les dépenses des ménages qui restent atones. Les nouvelles mesures prises par le gouvernement et la Banque du Japon depuis 3 mois n'ont pas encore produit d'effet spectaculaire, ce qui n'est pas très surprenant. D'une part parce que généralement il faut au minimum 6 mois pour que les politiques mises en œuvre commencent à montrer de réels effets, et d'autre part parce qu'on ne sort pas comme ça de 20 ans de psychologie déflationniste et épargnante. Les marchés n'ont pas aimé ces chiffres, essentiellement parce qu'il y a déjà beaucoup de choses anticipées dans les cours actuels du Nikkei. La déception pourrait donc être d'autant plus rude. Rien de très croustillant non plus aux USA avant les chiffres du chômage la semaine prochaine, avec également le PIB estimation Q2 mercredi. A noter tout de même, ce qui semble un paradoxe, la hausse soutenue des ventes de maisons neuves, alors que le prix augmente et les taux d'emprunt montent également, ce qui devrait donner moins de pouvoir d'investissement immobilier aux ménages.
Mais c'est assez logique. Un certain nombre de projets avaient été repoussés, mais maintenant les gens anticipent des taux qui vont plutôt continuer à remonter et des prix sur une tendance haussière. Ils se dépêchent donc de réaliser leurs projets avant que cela ne leur coûte encore plus cher. Au total, les chiffres publiés sont restés mixtes avec une tendance au raffermissement de l'économie par rapport au mois passé. En Europe, mini-tragédie autour du déblocage d'une nouvelle tranche d'aide pour la Grèce. Mais finalement, tout est rentré dans l'ordre. Et comment en pourrait-il être autrement ? Comment pourrait-il en être autrement ? La conditionnalité attachée à chaque tranche n'est qu'une façade. Les Européens savent bien que s'ils refusent de continuer à payer, la Grèce s'effondre et entraîne par contagion le Portugal et les autres. Usual suspect. Je suis assez convaincu que l'on paiera tout et on fera les comptes en 2020. Sur le front économique, la tendance à la stabilisation se confirme un peu partout, y compris dans les pays du Sud. Tension sur les taux corps concomitamment aux nouvelles rassurantes sur l'état de l'économie en zone euro et resserrement des spreads contre les pays périphériques, bien aidés par la résolution de la crise politique au Portugal. Au Japon, de nouveau des baisses des taux à 10 ans en réponse à la déflation qui se poursuit. À noter la très légère et régulière progression des taux très courts de l'EONIA à l'Euribor 1 an. Marché des devises fort calmes où l'euro reste dans son range 1,27-1,33 depuis maintenant de longues semaines. Petite remontée de l'or après sa dégringolade depuis le début de l'année. Ne ratez pas la semaine prochaine, PIB et chômage américain, réunion de la BCE. On ne chômera pas à partir de mercredi après-midi. Nous commencerons également à nous intéresser au nouveau débat qui va s'ouvrir sur le plafond de la dette américaine, mais aussi aux spéculations, informations sur le prochain président de la Fed à partir de janvier, comme LC vous l'explique ici. Voilà donc un article de margincall.fr qui parlait notamment du Nikkei. Nikkei qu'on va aller voir avant de terminer l'émission, il nous reste encore 5 minutes. Je vous ai laissé le lien sur le chat écrit vers l'article et vers le blog. On regarde tous les jours les mêmes, ce sont les blogs, mais c'est les plus intéressants, donc comme j'ai dit, après, il y a souvent des nouvelles choses qui sortent, etc. C'est intéressant, mais c'est tous les jours de vouloir faire énormément de choses, d'aller voir, chercher tout le temps des nouveaux trucs. On a des très bonnes adresses, Margin Call, le biais du trader, enlil.com. On regarde régulièrement les articles, je vous laisse les liens, c'est intéressant, le but étant de gagner de l'argent. Donc Nikkei, on terminera là-dessus, sauf s'il y a une bonne position à prendre sur le Nikkei, on pourra la prendre. Alors, le Nikkei ici sur Yahoo Finance. Donc voilà ce qui se dessine sur le Nikkei, sur ce graphique qui apparaît depuis 1984. Donc c'est intéressant, après on va zoomer. Donc on voit que de 84 à 90, la hausse a été assez incroyable, avec une multiplication par 3,5 du Nikkei, de la valeur du Nikkei. En 84, en effet, on était à 10 000 points, on est monté jusqu'à 35 000 points. Effondrement total de 90 jusqu'à 2005, 2003 plutôt, avec un retour en dessous des plus bas de 84, puisqu'on est redescendu au plus bas de la crise des subprimes à 7831 points. Bon retour des acheteurs, ça rebaisse, on marque un espèce de double bottom, donc on semble avoir une zone protégée quand même, bien protégée par les acheteurs à 7500. Ils ne semblent pas vouloir laisser les cours aller en dessous. Et là on a une très grosse hausse par rapport à la reprise en main du marché et la politique de la Banque fédérale américaine, la banque centrale japonaise qui a largement dévalué sa monnaie avec une politique d'injection de liquidités et de baisse des taux. Et du coup, ça a un bel effet pour le moment et ça a suscité une belle hausse du Nikkei qui reste encore assez bas globalement, historiquement, si on regarde sur les 20-30 dernières années. Est-ce qu'on peut aller voir autre chose? Non, c'est tout. Ok, très bien. Bon. Donc voilà, ça nous va comme ça. Alors on va aller zoomer un peu sur la période plus récente qui nous intéresse davantage. Voilà donc ce qui se passe si on regarde depuis 2003 là, donc sur 10 ans. Et on a une espèce de range, on a eu des grosses tendances baissières, des grosses tendances haussières.
Là, on est plutôt en impulsion haussière, donc quand même privilégier plutôt les achats. On avait une belle phase de correction, donc au moment de la phase de correction, quand on a les achats qui commencent à revenir, il y avait des opportunités d'achat. Là, actuellement, c'est pas évident. Alors, je vais représenter le graphique en chandelier. Voilà, et on va zoomer sur la période qui nous intéresse. Donc ici, on a un graphique journalier. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce graphe journalier? Les remarques que je peux faire, c'est que la dynamique de fond est très fortement haussière, même excessivement haussière et est artificielle. C'est-à-dire que c'est des conditions de marché classiques, simplement d'offre et de demande. Mais il y a une volonté de la banque centrale japonaise d'évaluer sa monnaie, et donc ça a fait monter excessivement les marchés actions, donc depuis début 2013, même fin 2012, pardon. Donc l'excès conduisant à l'excès, cette forte hausse pourrait être suivie d'une grosse phase de correction. On avait eu notamment une correction assez vive. Donc on était revenu chercher les 12 000 et quelques, après avoir été à 16 000 quasiment. Là, on a des vendeurs qui ont tenté de revenir là, ces derniers jours. Donc à la limite, on peut voir des points d'entrée intéressants. Ça, c'était jeudi. Là, les cours actuels, bon, on n'est plus dans une dynamique fortement baissière. On va aller voir sur le graphique MetaTrader, c'est quand même beaucoup plus simple. Là, je voulais surtout prendre du recul, mais là, je l'ai eu, donc maintenant, je peux aller voir le graphique. Ici, en graphe journalier, voilà, on n'a pas plus de recul que ça, mais on se rend compte de ce qui se passe. Donc, belle accélération baissière, là, les 3 jours. Donc, à la limite, voilà, on pouvait prendre position ici, donc le 25 ou le 26 juillet. Là, derrière, phase de correction importante. Acheter, pourquoi pas? Ce serait dans le sens de l'impulsion. Pourquoi pas? Après, on n'est plus en tendance claire. On fait des mouvements de part et d'autre. Bon, la dynamique de fond est toujours clairement haussière quand même, hein, sur le Nikkei. Faut pas le nier. On voit par contre que sur les marchés occidentaux, on a du mal à accélérer suite à la cassure de plus haut sur le CAC, mais surtout sur les marchés américains. Sur DAX, on est toujours en dessous des précédents plus hauts. Je ne vais pas acheter facilement. Ceci dit, voilà, on avait un bon timing le 2 août, parce qu'on a vu une très grosse bougie haussière. Pour les acheteurs, c'était une bonne opportunité. Là, après le 2 août, on a une bougie haussière et avec une ombre qui est apparue. Aujourd'hui, on a pour le moment, en tout cas, quelque chose de mitigé, ce 5 août. Bon, non, c'est pas le meilleur timing pour moi pour acheter. Donc pour le moment, je reste en dehors du marché par rapport à ce Nikkei. Privilégier les achats puisque l'impulsion de fond est quand même clairement acheteuse. De plus, on va dans le même sens que la volonté de la Banque centrale japonaise. Comme j'ai déjà dit, hein, c'est quand même une très bonne opportunité et on va dire une aubaine pour nous particuliers que de savoir quel est le plan de la Banque centrale, d'une banque centrale, pas spécifiquement de la Banque centrale japonaise, mais d'une banque centrale, hein, que ce soit pour sauvegarder un seuil comme sur les 1,20 sur l'euro franc suisse ou pour amener une tendance ici par rapport au yen et indirectement par rapport au Nikkei. Donc avoir une banque centrale dans son sens, c'est avoir la possibilité de mettre les probabilités dans ce sens de manière intéressante. Maintenant, il ne faut pas le jouer n'importe comment. On a déjà eu des très gros mouvements sur le Nikkei. Donc pour le moment, je ne surjouerai pas. Si on a de très grosses impulsions, vraiment des opportunités précises, je les prendrai. Là, ce n'est pas vraiment le cas pour moi. Donc je ne vais pas suivre l'impulsion haussière, mais je serais tenté. Actuellement, ce serait plutôt haussier. Alors que vous voyez, je prendrai il y a quelques jours, ici le 25 juillet, donc 25-26 juillet, j'aurais pas hésité à vendre, au contraire. Donc j'ai pas de conviction précise, plutôt acheteur pour suivre l'impulsion. Ceci dit, je sais bien que c'est une impulsion artificielle et qu'elle sera corrigée à un moment ou à un autre. Donc si on a vraiment des excès et une nouvelle tendance qui se crée, une nouvelle forte impulsion qui se crée dans un sens ou dans l'autre, je la suivrai. Parce qu'on a une possibilité de forte volatilité. Maintenant, il faut savoir le jouer et se protéger intelligemment parce que ça peut aussi se retourner contre nous. On voit que les mecs qui ont vendu un peu tard, derrière se sont fait niquer parce qu'on a eu une très grosse reprise. Donc voilà. Voilà. Donc pas de prise de position nouvelle ce jour. Par contre, une prise de profit, ce qui est déjà important. Hein. Voilà, des fois on passe plusieurs jours sans rien faire. Là, on a quand même une prise de profit de 129,55 €, moins 6,62 € de swap négatif, qui a été effectuée sur l'AUD CAD. Donc ça c'est un bon trade, une bonne chose, qui a bien fait monter là notre balance. Maintenant, reste à gérer le VIX qui a continué à baisser et le dollar face à la livre turque qui perd 88 €. Par contre, là, on accumule du swap positif, donc c'est bien. Voilà. Rien d'autre à signaler. Il est déjà 19h06. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Et puis sinon, on va se quitter là-dessus. Il n'y a pas d'invité pour le moment prévu. Bon, calmos, hein. Mais il y en aura qui vont arriver. Vous avez vu, au mois de juillet, on a reçu notamment les analystes Adrien Raymond et Vincent Gann de chez DailyFX. Là, il y a l'interview qui vient de paraître de Benoît Rousseau
traders professionnels à succès, donc c'est-à-dire qui gagnent de l'argent suffisamment pour en vivre, et largement en plus, et qui travaillent avec des belles sommes. Donc ça, c'est quand même des témoignages très intéressants et importants. Prochain contenu, prochainement, on recevra des invités, des traders, il y a déjà plusieurs choses qui sont prévues, des événements également pour rentrer, donc ça, ce sera à suivre. Sur ce, bonne soirée, bon trade, et à demain, donc de 18h à 19h, comme chaque soir de la semaine, pour une nouvelle émission en direct. J'y vais, Moliva, bonne soirée.